La question humaine posée que l'on transforme en un lieu habité est pour moi le fondement de l'acte de concevoir. Ce travail prend racine dans l'émotion ressentie pour le sujet qui repose de façon insécable sur celle qui émane du site. L'architecte est le premier à approfondir cet assemblage du sujet et du site, et c'est pour cela que l'on se trouve au début de la réflexion dans un espace de liberté exceptionnel dont il faut savoir profiter, parce que cet espace de liberté nous permet de réinterroger les limites, qu'elles soient spatiales, urbaines, programmatiques, voire réglementaires. Alors que le temps présent pousse à une réponse techniciste, notre force est cette capacité à accueillir les fragilités environnantes. L'émotion retenue, qui devient projet, transforme alors ces fragilités en force. L'attention portée à l'intérêt général est le point commun de ces réalisations qui sont pour la majorité des projets issus de la commande publique. Elles sont reliées par cette même attention à l'histoire humaine qui s'engage, et ce sont tous des programmes à haute consonance humaine. La motivation de ce parcours n'a pas été de faire œuvre, mais celle d'offrir un lieu calme, d'apaiser, souvent même de réparer une situation en accompagnant ce qui peut être confirmé ou révélé. Pour que notre rôle soit mieux compris par la société, et je dirais mieux utilisé, j'ai souvent envie de remplacer ce mot architecture par le mot cohérence. Le mot architecture, dans le langage commun, laisse penser qu'il faut être initié pour l'apprécier. Il crée une distance. Notre réponse architecturale met en cohérence des éléments disjoints. C'est certes un métier, mais mettre en cohérence est pour moi la façon la plus explicite pour parler aux autres de ce que l'on fait. Je ne vais pas parler que d'architecture, mais de contexte de fabrication de projets, à quelle date, ce qui environne la question posée, et quel dialogue s'engage alors ou pas pour y répondre. Enfin, ces projets posent tous la question de mutation d'échelle pour aller vers toujours plus de densité demandée par notre époque, ceci avec la conscience que chaque projet reste un passage entre deux temps d'un même lieu, il prend date autant qu'il donne date. Donc l'exposé que je vais vous faire, avec un petit préambule autour de 3 mots-clés qui sont horizontale, limite et géométrie. On va commencer par une première partie qui parle de l'horizontale, des limites, puis d'un projet complexe. En deuxième partie, ce sera dédié à la question du logement en 3 temps. Et enfin, la troisième partie, un projet au cœur de l'émotion, puis de projets où finalement le site est le plus fort. Je vais certainement passer du on au jeu et du jeu au on, parce que tout ce travail que je vous présente, c'est évidemment un travail fait avec une équipe qui n'est plus aussi nombreuse qu'avant, et je remercie beaucoup ceux qui sont là d'ailleurs, qui ne sont plus à côté de nous tous les jours, et qui continue aujourd'hui cette équipe avec Laurent Dominique, Charlotte Laurent, Marie Gonzalez et Léa Charpentier qui nous a rejoints pour quelque temps. L'horizontale est la première chose que nous installons pour commencer à concevoir un plan. Elle est le réceptacle sublime de la continuité intérieure-extérieure. C'est au Japon, dans un temple que je ressentis au plus profond, la force de ce sol légèrement surélevé qui nous accueille. Quelques poteaux cadrent le paysage pour supporter l'horizontale du toit qui vient en débord de ce sol. La spatialité intérieure se retire au profit de ce cadrage dans lequel nous avons pris place. On est ici dans l'essentiel de l'abrité. Cette horizontale, ce thème me conduit à parler d'Alvar Aalto. Alvar Aalto, c'est ici le ponton qui est à côté de sa maison expérimentale. Ces quelques planches qui sont là pour descendre à la surface de l'eau. Alvar Aalto, cet architecte magnifique que je qualifierais de kinesthésique. On a envie de toucher ces détails. Ils sont au plus juste de l'ambiance, de l'âme d'un lieu. Le thème de l'horizontale, c'est évidemment la déformation du sol, avec l'histoire de cet escalier magnifique d'André Le Nôtre sur la pièce des Suisses à Versailles. Et ce qui est merveilleux, en plus du pas extrêmement délicat de cet emmarchement, c'est lorsque vous le montez au milieu, cet emmarchement, vous ne voyez plus ce qui se passe à droite, vous ne voyez plus ce qui se passe à gauche, vous êtes juste dans l'ascension de l'emmarchement et du ciel qui devient de plus en plus grand. Et c'est tout en haut, quelques 5 marches avant d'arriver, que vous découvrez avec force l'axe perpendiculaire du château au canal et la grandiloquence qui l'accompagne. C'est une vraie scénographie, c'est ça aussi le travail de l'horizontale. C'est évidemment légué par le mouvement moderne, le toit d'habitation de Marseille par exemple, la conquête du nouveau sol, qui fait partie résolument maintenant de tous nos projets.
Concomitamment à la question de l'horizontale et à la question de la limite. Et la limite, c'est justement celle-là qu'on peut reconsidérer. C'est celle-là, on peut percer le mur, on peut même araser le mur. On est dans cette disposition-là quand on arrive tout neuf, tout frais sur un site. On peut réinterroger tellement de limites. On perce le mur, on l'arase, ou c'est aussi, on revient là plutôt au Japon, mais c'est aussi toute la graduation de la limite. Imaginons-nous, il fait bien chaud, on a les pieds sur cette herbe verte, et puis on va descendre simplement les pieds sur les galérons tout doux, les pieds au frais, mais on ne dépassera pas cette autre limite qui laisse passer l'eau tumultueuse et les carpes qui glissent dans ce courant. C'est toute cette graduation de la limite qui est un des sujets magnifiques des projets. Et puis, pour faire corps entre la limite, l'horizontale, un site naturel, qu'il soit naturel au sens végétal, qu'il soit urbain, eh bien, il y a un savant travail, nous les architectes, que nous exerçons, qui est celui de la géométrie, de la précision de la géométrie. Et évidemment que l'angle droit, que la rigueur géométrique, il n'y a pas que l'angle droit, est là pour mettre en valeur toutes les régularités qu'il y a autour. Ça ancre cette histoire-là dans le site. Donc je ne peux pas commencer cet exposé sans parler de cette école de Guérard, et je suis très contente que Florence Mercier soit là, puisqu'on l'a fait ensemble, cette école. Elle était paysagiste pour m'accompagner. Me faire découvrir aussi la dimension du paysage, hein, quand je sortais d'une école d'archi de Paris-Belleville, ex-UP8, avec une vision un petit peu la tête en bas, vous voyez, sur le sol, alors que le paysagiste, il nous met la tête en haut, et voilà, le projet est fait de tout ce qui contient, tout ce que l'on capte dans ce regard. Et le programme de l'école, il est magnifique pour parler de l'horizontale, puisque c'est vraiment cette continuité immédiate de la course des enfants. Vous avez tous dans les oreilles les cris des enfants quand ils sortent dehors, et de même que vous voyez leurs mouvements, ils ne marchent pas quand ils sortent, ils courent. Donc c'est le programme qui raconte immédiatement cette continuité intérieure-extérieure. Et cette école, elle est venue s'installer face à un mur en meulière magnifique. Et puis de l'autre côté, le plan est plutôt, on ne voit pas du tout là, mais c'est la vallée du Grand Morin qui se développe de l'autre côté. Donc on est déjà, je dirais que ce projet est venu se glisser. Et chaque pièce de l'école, la salle polyvalente, le préau, les classes, une salle de repos, sont venues en écho avec ce mur, chacune avec leur histoire. Donc quand on arrive par l'impasse, on a ce mur en meulière qui n'est pas l'entrée tout de suite, l'escalier que vous voyez est l'escalier pour sortir de l'école depuis la cour. Mais on va chercher le toit un peu plus loin, on contourne le mur, plutôt on passe sous le toit, et on arrive à ce moment-là dans le dos de cette salle polyvalente qui est en relation directement avec une terrasse haute, qui est en balcon sur toutes les scènes de jardin qui sont en relation avec chacun des espaces, que vous pouvez voir ici, tout au fond la salle polyvalente, puis le préau, puis les salles de classe. Et les salles de classe, pareil, elles se sculptent au moment où elles touchent le sol, au moment où elles touchent dehors, pardon. L'atelier descend de quelques marches, la classe est de plein pied, le grand mur à droite prend la lumière, il est plein sud. Et de l'autre côté, c'est cette grande circulation qui avait la vue sur le Grand Morin, ponctuée de quelques courbes qui reçoivent la lumière zénitalement, qui sont en fait les toilettes de ces petits, puisque c'est une école maternelle. Et puis la ligne se finit par cette dernière classe qui vient s'ancrer dans le terrain et qui joue avec la verticale des arbres. Et enfin, cette salle de repos, elle est venue, elle aussi, descendre de quelques emmarchements jusqu'à cette cour extérieure qui est dans la continuité de ce temps calme et qui fabrique aussi un extérieur de temps calme pendant que les enfants jouent autour. Et c'est la salle de repos qui vient tout naturellement s'installer ici. Le deuxième programme d'école, il est dans un contexte urbain qui est totalement différent. Comme son nom l'indique, on est dans un contexte urbain. À Guérard, on était vraiment dans la campagne, en plus à l'écart, contre un mur, aux abords du village. Là, on est dans un quartier en rue, de démolition, reconstruction ou de restructuration, en tout cas importante, de ce quartier nord d'Amiens. Et comme vous pouvez le voir, l'école est complètement prise dans le tissu urbain. Et en même temps, on doit faire les limites d'une école. Vous savez qu'une école, les enfants ne peuvent pas courir partout. Donc il y a cette question des limites. Et en même temps, il y a cette question de réceptionner toutes les différences de ce site. Donc ces éléments-là restaient. C'est des logements qui sont là, qui sont un peu en hauteur par rapport à nous. On est au sud du projet. Cette parcelle-là s'est construite de quelques immeubles de logement. Le parcellaire début 20e de maisons auxquelles on ne touche pas. Une des grandes lignes qui aujourd'hui a été coupée là au droit de cette rue, mais qui est quand même très grande, avec laquelle nous devons dialoguer. On doit dialoguer avec cette diversité et en même temps, dans mon esprit, créer que le projet fasse qu'il y ait de l'unité.
Donc l'angle droit est venu s'installer ici avec cette épaisseur, cette limite épaisse qui contient 4 classes maternelles au rez-de-chaussée, puis 4 classes élémentaires à l'étage, intercalé d'un petit espace vert qui nous permettra de faire entrer la lumière dans les classes et qui aussi donne une lecture beaucoup moins rigide quand on parcourra cette rue. Et puis la courbe ici, on va le voir, accueille l'entrée, et de l'autre côté, face à cet ancrage, eh bien, 2 éléments pivotent l'un par rapport à l'autre, l'espace de périscolaire qui est là, puis la restauration. Et cette histoire-là, elle est venue en dialogue, en fait, pour dialoguer avec la rigidité de la ligne, mais aussi pour la révéler quelque part. Évidemment, l'irrégularité de l'école est venue parce qu'il y a cette ligne-là. Et du coup, le projet, voici le mur, un peu un fond de scène, en fait, qui est percé et qui donne lieu, quand on rentre, on a tout de suite à gauche un patio qui nous permet de monter à l'étage pour avoir les classes élémentaires. Ou bien on va tout droit, et là on a la succession des classes maternelles avec ce jardinet à droite qui est plus fait pour la rue en fait que pour l'école, mais évidemment on profite de sa transparence. Au droit des classes, à l'étage, la lumière arrive aussi par le shed. La classe prend un volume généreux et on voit à ce moment-là qu'elle n'est pas directement en vue sur le logement, mais plutôt sur ce mur. Donc la classe est très calme dans l'ambiance intérieure-extérieure. Il n'y a pas de... Voilà, cet extérieur appartient à la qualité de la classe en fait. Et puis de nouveau, on ressort de la classe. Et puis de ce côté-là, c'est la cour élémentaire, c'est les plus grands, donc il y a un rapport à l'espace public qui est un petit peu plus accepté, je dirais, dans la convention publique de notre société. Et la cour glisse sous le préau que vous voyez ici, va se caler contre la galerie qui rejoint le périscolaire et la restauration et qui sépare l'autre cour. Là, on est de l'autre côté, qui est la cour maternelle, qui, elle, vient beaucoup plus s'encastrer dans le bâtiment, se protéger de tout l'environnement urbain qui est autour, pour simplement que les enfants ne soient pas en limite directe avec la grille qui donne sur l'espace public. Grilles, au passage, qui sont entourées de végétation aussi. Et puis un petit clin d'œil sur ce projet qui est beaucoup plus récent et qui est très simple, qui est un bâtiment des années 60 dans le lycée Couperin, qui est le lycée Couperin à Fontainebleau. Bâtiment R+1, vous voyez juste un petit bout des années 60 ici. Et il s'agissait d'étendre la restauration. C'est un lycée où il y a un internat, donc il y a beaucoup de monde. Et ce projet accueille donc une grande salle de restauration et on a simplement souhaité faire cette grande horizontale qui déborde en toiture, vous l'avez vu, qui abrite à l'extérieur un quai couvert qui vient le long de la façade, on l'a vu tout de suite, qui abrite de la pluie parce que les élèves peuvent arriver d'un côté et de l'autre. Mais la lumière est partout la même, mais en même temps, chaque cadrage est différent. Il y a des arbres superbes qui sont devant. C'est un projet calme, mais c'est un projet simple, mais si vous saviez l'énergie qu'on a dépensée pour qu'il reste calme et simple. Ça, c'est l'époque actuelle un petit peu. Et voici l'extension qu'on a faite, les puits de lumière à droite, à gauche, et puis le bâtiment des années 60, extrêmement bien construit, qu'on n'a fait que remettre en état de propreté. Je vais glisser après vers le thème des limites, avec un sujet plus difficile dans la consonance humaine, mais que j'ai traité à ce moment-là avec une totale liberté. C'est celui de l'hébergement psychiatrique. Donc c'est un service pour l'hôpital de Villévrard de 2 hébergements de 20 places qui est venu s'installer dans la ville de Bondy. Et ce projet, lui, m'a fait vivre avec énergie et profondeur, en tout cas beaucoup de réflexion, la question des limites, puisqu'il est hors de question d'imaginer que la personne qui ne va pas bien est juste derrière la grille qui donne sur la rue. Ce n'est pas possible. C'est un projet qui donc installe ses propres limites, se met à distance de la rue qui est ici. Là, c'est plutôt des entrepôts qui sont de part et d'autre, là, des jardins ouvriers qui sont là-bas. Et puis, c'est l'histoire magnifique de continuer la fluidité, de continuer à donner l'opportunité d'avoir le choix d'aller dehors par cette porte ou bien par là-bas, où on sait que l'hébergement psychiatrique, ce sont des malades debout. Ils sont en permanence dans la déambulation. Ce petit mot, d'ailleurs, existe dans tous les programmes, mais vous avez 0 cm² en face, alors que c'est l'espace le plus important, c'est l'espace vital de ces équipements, c'est de pouvoir se promener agréablement dans le bâtiment. Et du coup, j'ai forcé un peu le terrain, qui avait 1,80 m de différence d'une extrémité à l'autre, en montant le plan du rez-de-chaussée, comme vous pouvez le voir, en laissant quelques voitures sur le parvis devant.
ce qui a permis de mettre le plan de rez-de-chaussée, qui est en fait tout l'accueil collectif de cet établissement, avec ses salles de réunion, ses salles de consultation, pour installer sous le toit un premier service de 20 chambres et pour installer dans le jardin un autre service de 20 chambres qui vient se retourner ici, et là, la restauration sous cette entrée-là. Et l'objectif principal de ce projet, ça a été de raconter que les personnes pouvaient sortir dehors en toute tranquillité. Et les 2 médecins-chefs qui ont été dans cette opération, et en particulier Guy Baillon, a extrêmement bien reçu toutes les intentions de projet, ce qui fait qu'on a continué à les travailler après avoir gagné le concours et dans la mise en place du projet. Et donc de là-haut, je peux descendre par un escalier, arriver sur le niveau du rez-de-chaussée, peut-être le parcourir si j'en ai envie, il est un peu public le rez-de-chaussée, puis ressortir par une salle ici et redescendre dans le jardin par l'extérieur, ou inversement, continuer à descendre l'escalier, passer dans le jardin. Et c'est toute cette déambulation, donc là c'est la salle par laquelle on peut ressortir pour la contourner et revenir dans le jardin. C'est aussi le thème de l'épaisseur, de la lumière. Dans les mots-clés du début, j'ai évidemment pas mis le mot lumière, puisque s'il n'y a pas de lumière, on n'est pas. Donc c'est évident qu'elle est accueillie de partout. C'est aussi la question d'éviter les vis-à-vis. Donc la terrasse que vous voyez à droite, on l'imagine petite, mais elle accueille une table de ping-pong, donc elle est grande. Elle est contenue dans une épaisseur qui évite un vis-à-vis, avec des chambres qui sont en haut, notamment en haut à gauche. Il y a cette question de mise à distance, les gens ne vont pas bien, ils doivent avoir dans leur intimité, l'intimité réelle de leur vue aussi, ça me paraît extrêmement important. Et vous avez ici, c'est tout noir malheureusement, mais c'est l'entrée qui est transparente, c'est un défaut de photo. Au premier étage, on est sous le toit, on est sous le ciel, la lumière arrive, de nouveau des terrasses. Si j'ai pas envie de sortir, je peux voir quelqu'un qui lui est dehors, et déjà d'avoir cette impression-là, c'est déjà une impression un peu intérieur-extérieur. Comment imaginer qu'on peut être bien dans un bâtiment si on ne peut pas sortir? Ça, pour moi, c'est pas possible. Donc les grandes hauteurs sous plafond, la possibilité d'ouvrir un petit ouvrant, on connaît ces dispositifs dans ces établissements de soins, mais en tout cas, on peut prendre l'air soi-même de sa propre initiative. Et puis cette chambre en bas qui donne dehors, et puis j'ai été surprise de voir qu'en fait, comme c'est des chambres comme à la maison, je veux dire, on peut installer les chambres comme on veut. Le lit en psychiatrie, c'est un lit tout à fait normal. Et du coup, là, la personne a préféré mettre son lit dos à la façade, ce qui était tout à fait inattendu, mais je suis ravie de cette initiative, c'est aussi à ça qu'on sert. Le deuxième projet, sur le même thème, il est dans un environnement là aussi totalement différent, puisqu'on est porte de Saint-Ouen à Paris, c'est l'hôpital Bichat. Et l'hôpital Bichat, si vous le connaissez un peu, il est fait d'une ceinture urbaine, comme tous les hôpitaux de l'époque, qui étaient vraiment murés sur la ville. Et cette ceinture, nous venons ici nous installer là, en lieu et place d'une maternité en fait, qui a été reconstruite ici. Mais en tout cas, un bâtiment qui tout d'un coup densifie terriblement la parcelle, puisque nous montons à R+7 sur une partie. Donc le projet accueille la psychiatrie qui vient en ville. Ce projet, c'est 150 chambres d'hospitalisation, 3 services, 3 grands services. Et en fait, la réaction par rapport à ce programme, pour moi, ça a été de dire c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on diminue le nombre de chambres pour conquérir des terrasses. C'était impossible d'imaginer que les personnes allaient déambuler dans leur couloir, faire demi-tour et repartir. Donc un travail avec les équipes a diminué le nombre de chambres et on a reconquis ainsi des terrasses sur tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau qui n'a pas sa terrasse. C'est aussi un projet qui est au taquet du prospect, donc, etc., etc. En tout cas, voilà aussi un projet qui, dans son histoire urbaine, vient densifier la ville, au sens propre. Alors, on est au bord du boulevard Ney, c'est pas trop inquiétant. Mais voilà le projet qui vient qui vient continuer, en fait, l'échelle des pavillons R+2, mais nous, ça devient toute la façade. Une équerre devant qui est un peu basse, une équerre derrière qui est plus haute. Et voici le projet dans sa globalité. Et puis, vous voyez cette porte-là, on se dit, évidemment, c'est l'entrée du bâtiment, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand on a fait le concours, il paraissait évident que cette entrée allait exister, puisqu'il y a des consultations de jour et tout. Mais on oublie que la psychiatrie est vraiment reçoit la société de tous ceux qui ne vont pas bien. Elle est dos au mur, comme disait un psychiatre. Et qu'il est hors de question qu'il y ait un contact direct entre l'espace public et l'espace d'hospitalisation. Il est impossible pour les médecins qu'on ne soit pas obligé de faire passer par l'hôpital général, c'est-à-dire l'entrée où il y a un gardien, où il y a la barrière qui s'ouvre, et puis on est sécurisé par toute l'épaisseur de l'hôpital, et au lieu d'arriver par cette porte qu'on vient de voir, on arrive, je dirais, par derrière. Mais ça, c'est l'histoire indispensable de rapports publics à ces lieux d'hospitalisation, et évidemment, on les écoute.
Le projet est au taquet de sa surface, ça fait déjà 2 fois que je le dis, de son possible. Un jardin dont une partie en pleine terre, la possibilité d'aller en chercher un autre, toujours cette notion de choix. Et puis on est au rez-de-chaussée, donc c'est plutôt collectif, une cafétéria ici, quelques bureaux du personnel, un accès d'urgence mais très mis à l'écart, puis un peu soulevé aussi pour éviter d'être en lien direct avec cette circulation un peu ambiance cloître, où on peut déambuler. Le jardin n'était pas un jardin accessible a priori, mais plutôt le plaisir des yeux, et on tourne autour. Donc voici la façade sud, la coupe façade, donc la petite partie R+3, la partie R+7, un travail de façade qui est très lié à la question de l'échelle, de la bonne échelle, quand on tourne au pied de ce patio qui n'est pas immense. Et puis en face d'elle, la façade qui, elle, est plutôt plein nord et qui donne vers le sud, donc la silhouette du boulevard Ney, et le plaisir d'installer par ici des grandes salles, des transparences, et puis dans la continuité du travail de Bondy, de travailler, de proposer un parcours. Donc depuis le 3e étage, je peux descendre un escalier, me retrouver sur une terrasse qu'on va voir, descendre encore et arriver dans le jardin. Je ne suis pas obligée de passer par une circulation verticale qui est la même pour tout le monde. Et cette possibilité-là, est-elle toujours en activité aujourd'hui? Je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de portes avec des serrures dans ces bâtiments-là. Mais les pompiers ont besoin de ce passage, et ça tombait plutôt bien. Et de même qu'ils avaient besoin de la porte pour aller sur le boulevard Ney. On en profite. Donc là, on a la vue sur le premier patio, le préau, sous lequel là aussi il y a une table de ping-pong aujourd'hui. On a la vue depuis ce préau sur l'entrée au fond. L'entrée au fond, elle a ses poteaux costauds, parce que c'est pas du tout l'ambiance missienne d'avoir la grande baie vitrée sur le patio, c'est plutôt, on est dans un lieu où on est protégé par la matière, on est protégé par les gens, mais on est protégé aussi par la matière qui nous accueille. Et c'est un sujet très important dans le rapport textile, kinesthésique, comme je disais tout à l'heure, de rapport à la solidité qui me paraît très important dans ces projets. La grande salle polyvalente du 2e étage qui donne sur le boulevard Ney à gauche, donc en plein soleil, qui est en continuité avec cette terrasse. Et voici un des escaliers qu'on a vu en pointillé dans la coupe, qui nous permet soit de monter vers l'autre terrasse qui est au-dessus, soit de descendre vers le jardin. Et l'autre terrasse qui est au-dessus, qui sont évidemment des terrasses très sécurisées, donc contenues, mais on est dans la ville, on aperçoit un ciel, on aperçoit un toit parisien, on aperçoit les platanes du boulevard Ney. Et puis tout là-haut, un autre niveau, moins dense, plus de terrasses, mais une vue phénoménale, on ne la voit pas vraiment, là, mais c'est la butte Montmartre qui est sur la gauche. Et puis est venue après l'envie de vous parler d'un sujet que j'ai appelé la complexité. C'est un programme encore autour de la question hospitalière, mais avec un sujet bien particulier, puisque c'est une maternité. C'est un pôle femmes, mères et enfants, c'est-à-dire que c'est non seulement un service de gynécologie et d'obstétrique, c'est aussi un service de réanimation néonatale et pédiatrique, c'est également un service d'urgence pédiatrique, c'est également tout un niveau qui reçoit tous les bureaux des médecins. Ça, c'est l'histoire humaine, et l'histoire humaine, elle est totale, puisqu'on est entre la naissance et le décès, puisque des services de réanimation, c'est aussi le décès d'un petit prématuré, mais aussi des grands gaillards qui ont 17 ans, puisqu'à 18 ans, ils sont dans des bâtiments adultes. Donc il y a une émotion folle dans ces équipements, et une précision aussi avec l'équipe soignante, et ce qu'il y a de partage, d'écoute avec eux. Et ce qui a été très beau, c'est que ce projet, qu'on a vraiment beaucoup travaillé avec Lornar, Sébastien Ramseyer aussi a travaillé sur ce projet, c'est le fait qu'il y a eu 2 médecins principaux qui ont orchestré tout ça, René Friedman pour la partie maternité, et puis le chef de service de réanimation néonatale et pédiatrique qui était Denis de Victor, tellement philosophe, tellement à l'écoute de la question de la lumière, de la question de l'espace, de la question de l'adossement. Enfin, on était vraiment dans une relation par les mots extrêmement vive, et il a su tellement sensiblement nous faire passer l'hyper-exigence de ces services. Ça a été une très belle relation. Et en plus, au niveau de la complexité, il y a la complexité opérationnelle, puisque ici passe un axe qui n'est rien moins que l'axe d'urgence sud-est parisien, c'est-à-dire qu'il est hors de question de le couper. Donc pendant le chantier, on n'a pas pu le couper, alors qu'on passait au-dessus, par la passerelle que vous voyez ici, et qu'on passe aussi en dessous. Cette coupe est d'ailleurs pas du tout à jour. Et puis c'est aussi la densification du site, un peu l'histoire de Bichat, mais là encore plus importante, puisque cette pente était faite de petits pavillons comme ça, qui ont été démolis juste avant nous, donc quelque chose comme 5000 m² au total, quand nous on amène 18 000 m² avec le projet. Ce bâtiment existait avant nous,
Et donc un étagement dans la pente, libéré devant une terrasse qui a une vue sur tout Paris, installer la maternité tout là-haut, du coup dégager une grande terrasse qui est juste au-dessus du niveau de la réanimation néonatale et pédiatrique qui permet de récupérer de la lumière. Évidemment, pour faire marcher tout ça, on creuse le sol, on installe un patio. Patio pour le plaisir des yeux, là aussi, on ne le pratique pas, mais on le pratique par les yeux. Il est vital pour la vie du bâtiment, il amène de la lumière. Le bâtiment Salicio, qui aurait dû se démolir, est toujours là et il devient un mur habité en briques qui nous permet de glisser dans la cour des urgences pédiatriques. Ici, on force franchement le terrain pour être sûr de réceptionner de la lumière ici, avec les chambres de garde qui sont là. Et le plateau haut du Kremlin-Bicêtre, puisque c'est un hôpital qui est vraiment intéressant à aller visiter, allez dans la partie 17e du Kremlin-Bicêtre, qui est à l'opposé de cette entrée sud, et vous y verrez de très beaux vestiges. Donc des terrasses, ici de la maternité là-haut, ici l'intérieur de sa circulation, ce patio qui a une échelle totalement différente, d'un côté le R+7, mais de l'autre côté on est simplement à R+3, donc une ambiance très différente selon là où on le regarde. Et puis tout ce système de ventelles pour protéger la vue vers des services d'accouchement, vers les services de réanimation, et pour autant c'est absorbé dans l'ambiance générale de l'édifice. Et puis cette coupe, pour parler en particulier je dirais, de Denis Victor et de son service, donc le voici, le service réanimation néonatale et pédiatrique, il est sous cette immense terrasse, et ce qui fait que nous avons pu tenir ce croquis du concours, à savoir que chaque seuil de 6 lits, 2 chambres individuelles côté patio et 2 chambres doubles côté paysage, bénéficie d'un vrai puits de lumière important, qui pérennise, et ceci existe 3 fois consécutivement, pérennise la qualité de cet espace. Et Denis de Victor a tellement bien su aussi nous faire comprendre la nécessité d'avoir de la place. Et quand on visite le bâtiment fin de chantier, on se dit mais c'est immense ici. Et la réalité de tous les jours, c'est très très techniqué, comme on dit, ces lieux-là. Et du coup, la lumière naturelle n'en est encore plus que nécessaire. Voici la vue depuis la maternité. La terrasse qu'on a vue tout à l'heure, c'est la vue qu'elle a, donc c'est quand même assez agréable. Une terrasse qu'on a gagnée aussi en premier plan pour justement le service de Denis de Victor, qui est où des enfants, les familles viennent accompagner leurs enfants pour qu'ils déjeunent sur cette terrasse, qui n'était pas prévue dans le programme et qu'on a pu offrir avec le projet. Et puis, cette histoire aussi de la couleur qui est venue, parce qu'on était pratiquement à la fin de la construction de ce projet, on avait l'impression d'avoir tout bien fait, d'avoir coché toutes les cases, de la lumière, un maximum d'hypothèses, de projets, une fonctionnalité évidemment imparable. Je n'ai pas cité Aegis, mais évidemment qu'on n'est pas tout seul à décider de toute l'organisation médicale des lieux. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir une grande maquette blanche entre les mains, sauf qu'elle était construite, la maquette, donc c'était un petit peu plus stressant. Et j'ai proposé à Dalila Alaoui, une amie artiste, de faire toute la mise en couleur du projet, donc évidemment depuis le choix des sols jusqu'à la couleur. Et ce travail a été absolument, je trouve, magnifique. Donc je vous montre juste quelques photos. Alors nous arrivons là à une autre étape qui est hyper importante, je dirais hyper grave, et ce n'est pas les jours en ce moment qui nous diront le contraire, qui est celle du logement. Donc je vais remettre mes lunettes pour parler, de lire un petit peu quelque chose. Donc la question du logement est magnifique et totalement vertigineuse. Il y a tellement besoin de logement. On sait pourtant que l'on ne peut être au monde que si on a un logement, nous disait Jean-Paul Dolé et d'autres avant lui. Tout nouveau projet prend racine dans un moment particulier de la fabrication de la ville et de ses modes opératoires associés. Ce lien, c'est bien le programme avec lequel se bâtissent les différentes époques urbaines, le programme de logement. Mais c'est sans doute le programme qui subit le plus la rapidité des effets de mode. Pour moi, le programme du logement est fondamentalement celui qui fait le lien dans la ville. C'est peut-être une vision passéiste, étant donné l'évolution urbaine de nos villes, mais je crois toujours à cette notion comme socle de réflexion lors de la conception du projet. On le sait bien, on n'habite pas que son logement. Les seuils successifs qui nous conduisent de la rue à chez soi en font partie intégrante du bien-être chez soi. C'est une épaisseur habitée qui souvent forme limite avec d'un côté l'abri de l'intimité et de l'autre la constitution de l'espace public de la rue, mais c'est toujours la fabrication d'un morceau de la ville. Habiter, c'est la lumière en tout lieu, la continuité intérieure-extérieure, permettre de se rassembler autant que de s'isoler, nous dit Sylvia Nagasinski. Il n'y a rien de trop quand on fait un projet de logement, disait Edith Girard.
et dans son magnifique texte « La vacance exquise de soi », je la cite, « Chaque habitant, même le plus modeste, a le droit d'accéder à ce bien-être chez soi, à la maison et dans son quartier, qui, au-delà de la satisfaction des besoins, donne quelque chose de plus, qui est de l'ordre de la réconciliation avec le monde. » C'est quand même magnifique cette phrase. C'est de ce sentiment que naît l'émotion architecturale dans le logement, plus que de celui d'habiter une œuvre. Je ferme là la citation magnifique d'Édith. Aujourd'hui, plus encore, notre rôle d'architecte est de savoir proposer une densité aimable. Certaines situations urbaines laissent penser à tort que le programme de logement peut tout absorber, mais notre savoir est justement d'en connaître les limites. Pour moi, c'est bien ce sujet-là qui est le cœur de la spécificité de l'enseignement du logement. Je crains aujourd'hui que l'intérêt porté par les étudiants à la question écologique, ce que je comprends parfaitement, s'oppose dans leur esprit à cet apprentissage des écarts d'échelle, comme si le grand projet ne sera plus leur problème. Dans l'exposé que je vais vous faire maintenant, je vais commencer par une première étape, qui sont 3 projets issus de projets en rue. Donc on se trouve là à Orly. Orly date 1965, et puis concentrez-vous un instant sur ce qui est la rue Calmette à l'époque. Voilà. 1965, moi je suis arrivée sur ce site vers 1992, concours qu'on gagne au Parc du Val-de-Marne, et voici aujourd'hui Orly. Donc la rue est toujours là. Chemetov disait d'ailleurs que souvent c'est les rues qui restent et les bâtiments qui tombent. Et voilà, donc la rue elle reste, et puis qu'est-ce que nous lèguent aussi les grands ensembles? C'est la rue, le Viers, c'est évidemment la végétation, beaucoup d'arbres, c'est aussi les équipements, puisque ce plan-là me saisit de naïveté en le voyant aujourd'hui, ce qui ne m'a pas du tout interpellé à l'époque. Et voici en fait le quartier démoli, la rue Calmette existe toujours, elle est un peu plus construite par ici, il y a un parc qui a été confirmé, le parc de l'Oiseau. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien ce sont le collège, une PMI, une école maternelle, une école élémentaire, une autre école, je crois, maternelle. Et tout le reste, dans ce plan qui m'a été remis un moment, n'est plus là. Et nous, on vient installer 90 logements. Et ce qui est magnifique dans cette histoire de ce moment, en tout cas de ma vie professionnelle, où je suis sortie d'une école où j'ai été très bien enseignée sur la question du logement, avec une croyance infinie au fait que nous allions mieux faire les logements. Mais j'ai toujours eu beaucoup de respect aussi pour l'époque de la reconstruction, peut-être parce que je suis fille d'architecte de la reconstruction, mais en tout cas, je n'ai jamais imaginé que la table rase était la seule solution. Et ce qui m'a paru passionnant en découvrant ce quartier d'Orly, c'est que réinstaller un projet de logement sur un sol de cette époque-là, eh bien, il y a beaucoup de place en fait. Et qu'est-ce qu'on reconquiert avec nos projets dans ces projets-là? C'est évidemment l'adressage, c'est l'adressage de la rue, c'est l'échelle, c'est le rapport au sol donc, c'est le rapport au ciel. Et en parlant de silhouette, je pense toujours à Roland Simonet qui a un tellement joli texte là-dessus. Mais évidemment que tout nous intéresse, la silhouette d'un arbre, la silhouette du projet. Et puis les 90 logements, eh bien en fait, c'est surtout 70 logements qui viennent s'installer sur l'équerre nord et 20 logements seulement qui viennent s'installer sur l'équerre sud, avec en plus une transparence, avec une transparence qui, depuis le parc ici, permet depuis l'intérieur du jardin de voir le parc de l'autre côté, et aussi 2 logements superposés 2 à 2, donc c'est juste 2 voitures qui sont là, des 2 séjours qui sont au-dessus, et en tant que piéton, on peut avoir la vue. Et toute cette histoire-là, c'est le thème on n'est plus dans le grand ensemble, on est dans un ensemble tout simplement. On a un jardin, les enfants peuvent arriver par la rue, on nous demande bien d'adresser par la rue, mais une fois qu'ils ont pris leur goûter, ils peuvent aussi ressortir dans ce jardin sans passer par la rue. Tous les halls sont traversants, tous ces logements peuvent revenir ici. Puis c'est aussi une venelle qui s'est installée là, gérée par des portails avec des clés. C'est un peu comme l'histoire de Bondy ou de Bichat tout à l'heure. Peut-être que c'est fermé, mais en tout cas, ça peut s'ouvrir si les enfants veulent passer par là. L'autre histoire, elle est plus familièrement émouvante, puisque je suis invitée par I3F à faire un concours à la place d'une barre qui est ici. Une autre barre qui est là, qui reste, qui pose beaucoup moins de questions urbaines parce qu'elle est en limite entre un tissu pavillonnaire et puis ce quartier qui est en rénovation. Cette barre courbe qui est assez belle dans son tracé, qui est au bord de l'autoroute, vous la connaissez. C'est toujours saisissant de voir aussi la similitude urbaine, l'installation systématique urbaine des grands ensembles et des échangeurs.
C'est toujours impressionnant. En tout cas, première visite avec Lisa Zilberg, la barre était là, on a eu un mal fou à bien en faire abstraction. Deuxième visite, un mois après, la barre n'est plus là, mais on a un mal fou toujours à prendre possession, de reprendre pied avec l'échelle de ce lieu. Et on nous demandait d'installer environ 45 logements à l'extrémité de la barre ici et 45 logements à l'autre extrémité. Et du coup, j'ai pu reprendre pied avec l'échelle de ce site en redessinant la seule chose qui me faisait prendre pied, qui est tout ce quartier pavillonnaire avec ces 2 rues que vous apercevez ici. Et puis, je savais que mon père avait pas mal construit à Bondy, donc je suis quand même allée chercher dans le peu d'archives que j'ai de lui, je l'ai peu connu, et j'ai trouvé une petite photo de 10 cm par 10 cm, c'est pour ça qu'elle est si mauvaise. Et voici la barre courbe, voici la barre qui a été démolie, celle qui reste. Et c'est ça que je veux vous montrer. J'ai été complètement saisie de voir que dans ce plan, la croyance de cette époque-là ne dessinait qu'en taches blanches tout ce que j'avais consciencieusement redessiné de ce tissu pavillonnaire. J'aurais bien aimé échanger là-dessus avec lui. Donc voici le projet, reprendre pied avec le sol, reprendre pied avec l'échelle, refabriquer une rue en plus qu'on nous demande de pivoter. Donc là aussi, un équipement scolaire est préservé, un autre un peu plus loin par ici, je crois que c'est un collège et une école, une PMI qui est ici. Enfin, reprendre pied avec l'échelle, reprendre pied avec les arbres, des très beaux arbres qui nous ont demandé de préserver. En tout cas, le projet a une épaisseur sur la rue ici. On va commencer par celui-là, fait de 5 pièces qui viennent en fait se retourner autour de leur jardin. Et entre chacun, eh bien, on peut glisser pour aller prendre des escaliers qui vont monter dans les étages. Et du coup, dans la rue, il y a vraiment une première silhouette qui ne s'adresse pas directement à la rue, mais plutôt à son jardin, entre lesquels on va glisser avec un petit abri vélo. Et c'est un peu derrière, en montant un escalier le long de ce mur, qu'on va découvrir le palier qui mène à ces ensembles-là. Et puis, de l'autre côté, quand on se retourne, là on voit un de ces escaliers, on se retourne, on a le grand bâtiment là-bas qui, lui, prend une certaine place urbaine, parce qu'en fait, il est dans la courbe de la rue, donc il réceptionne cette rue. C'est lui qui est ici. Et puis 2 maisons que j'ai dissociées qui viennent dialoguer avec cette limite tout à fait irrégulière mais intéressante pour laisser toute l'orthogonalité prendre vie ici et dialoguer un peu plus avec la PMI. Et du coup, entre les deux, c'est un préau vélo qui est accessible par l'intérieur et qui donne accès à une vue, en tout cas à ce jardin, à tout ce jardin de la PMI qui est bien planté, et puis qui donne aussi l'accès à ces 2 maisons qui sont 2 4 pièces duplex aux accès individualisés. Ce troisième projet de cette époque-là, on est encore dans la démolition-reconstruction, c'est un projet vers les années 2004, on est ici à La Courneuve. Sur le plan de la cité des 4000 à La Courneuve, Chemetov est passé par là, il a fait la place traversante, il a essayé de réhabiliter la barre noire, finalement, je passe sous les détails, ils démolissent la barre noire et on construit 2 opérations, la nôtre ici, et Germe et Jam qui ont construit ici à peu près 90 logements avec un système de plots parallèle. Et l'histoire de Paul Chemetov, c'était de faire une équerre dense et de cette parcelle triangulaire de libérer complètement l'hypoténuse. Et puis, l'injonction de l'époque, c'était bien faisons un adressage par la rue. C'est évidemment à ça que servait toute cette démolition-reconstruction. Or, le client, qui s'appelait le foyer des Invalides et des anciens combattants, qui a un très beau patrimoine qui a été racheté par Batigère depuis, eh bien, avait plutôt un peu peur d'aller s'installer à la cité des 4000. Donc lui, il voulait une entrée, pas 36 entrées. Et du coup, quelque part, je dirais, j'ai profité de cette injonction d'être dans un ensemble résidentialisé pour dire, ok, allons-y, tout le monde va être desservi par le jardin. Alors, il y a effectivement une entrée, parce que Chemetov voulait vraiment que cet axe soit très, très précis. Pour lui, c'était l'axe principal de ce projet. Et pour autant, vous avez remarqué dans la photo aérienne, et on le voit déjà là, que l'ambiance des rues est totalement différente. Donc le projet, lui, répond avec des ambiances de typologie totalement différentes. Et un petit plot de 5 étages, qui comprend 25 logements à lui tout seul, des petits logements, qui est le seul émergent parce qu'il est très visible depuis le parcours quand on vient du métro. Et du coup, c'est lui qui réceptionne dans son pied une autre porte. On peut traverser ce hall et du coup, on a 2 accès et non plus qu'un seul pour éviter, vous imaginez, le truc pénible de faire tout ça. Et du coup, le projet s'est installé aussi, un peu comme le projet de Bondy tout à l'heure. J'ai profité de la dénivelée du site pour monter un peu ce grand jardin intérieur, pour surtout être sûr que tous ces logements qui allaient être en limite ne soient pas, et soient en balcon sur la rue, on le sait bien tout ça. Et du coup, voilà la Venelle avec 2 logements superposés 2 à 2 ici, mais accessibles par en bas.
dont on a ici la coupe. Donc la grille qui vient de s'ouvrir, elle est sur ce plan-là. Une première porte donne à un logement qui a sa terrasse en balcon sur la rue de Genève, et une deuxième porte tout de suite. On rentre chez soi en bas, on prend cet escalier et on a un 3 pièces au-dessus. Donc les logements sont pas immenses, mais ils ont quand même une bonne taille déjà. Celui du bas a sa terrasse sur la rue de Genève, alors qu'au-dessus, le logement est traversant, mais a plutôt sa terrasse de l'autre côté. C'est un projet où on a poussé à fond aussi l'intimité de l'espace extérieur, ne pas avoir l'impression qu'on secoue la nappe sur la terrasse d'en dessous, et puis aussi d'avoir à chaque fois un morceau de ciel avec sa terrasse, pas toujours superposition. Peut-être que le réchauffement climatique, d'ailleurs, peut réinterroger ça aujourd'hui. Voilà l'escalier où on a poussé la porte de chez soi en bas. Donc on a un grand mur, même si on est sur un appartement tout à fait conforme au niveau de la hauteur. Le jardin des enfants qui est venu s'installer en proue sur le côté ouest, la venelle dont on parle, donc on a vu tout à l'heure. Puis on glisse au fond vers ce bâtiment avec une courbe, peut-être l'avez-vous remarqué sur la maquette tout à l'heure, parce que c'est une courbe ici complètement opaque, parce qu'on est au plus près du bâtiment des 25 logements. Et en même temps, à l'intérieur, on est dans un logement est-ouest, donc on profite complètement de cette courbe qui donne un logement tout à fait particulier. Et non seulement pour lui-même, mais cette courbe est nécessaire aux 25 logements qui sont en face, avec en plus un rapport de géométrie qui n'est pas frontal, donc il y a une relation très, très douce, je trouve, entre cette courbe et la vue des logements qui sont derrière. Un triplex avec Simon Rodriguez qui descend l'aménagement du même triplex. Et puis ces logements qui sont sur l'axe Chemetov, pardon, je l'appelle comme ça, c'est des logements plein nord, donc il m'a paru évidemment indispensable de creuser la volumétrie pour aller chercher de l'ouest, avec une double hauteur, c'est des duplex, ils sont plutôt mono-orientés, mais ils ont quand même une deuxième orientation ouest, donc ils sont nord-ouest, et ce qui permet d'assumer le séjour avec une grande lumière, une grande hauteur, et aussi la vue en balcon sur le paysage. Et puis, je n'en ai pas parlé d'ailleurs pour Mondi, mais c'est aussi dans toutes ces intentions de projet qu'on peut mettre, la nécessité aussi de la bonne relation avec le maître d'ouvrage pour un moment lui dire il faut avoir un peu plus de sous pour quelque chose d'indispensable à la pérennité de cet ouvrage. À Bondy, tout à l'heure, c'était la pierre sur les duplex, vous avez peut-être vu, qui était en limite de la rue, donc qui fabrique la qualité de la rue. Et là, c'est pareil. Imaginez un instant que ce mur soit en enduit, c'était impossible. En béton brut, pour moi, c'est une matière qui est trop dure dans la ville. Donc, c'est du nièce doré qui a habillé tout le mur. Ça a coûté un peu plus cher, mais on s'est engagé avec la maîtrise d'ouvrage pour aller dans ce sens. Donc, forcément, la communication doit être bonne. Et puis, pendant ce temps, je reprends une petite note. Il se passe des choses. C'est un peu critique ce que je vais dire, c'est sans doute un peu rapide. Mais ce qui se passe d'abord pendant ce temps, c'est à la fin des années 2000, c'est l'arrivée de la financiarisation du logement. Donc avec l'arrivée de la financiarisation du logement, c'est la promotion privée qui arrive. Et puis avec la promotion privée, il faut l'accueillir, il faut qu'elle soit contente d'investir. Donc c'est elle qui va acheter les terrains et c'est elle qui va construire et puis qui va revendre en vente état futur d'achèvement aux bailleurs sociaux, à la ville avec son école. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée des macrolots? C'est de cela dont je parle, évidemment. Je parle du macrolot urbain, certainement pas du macrolot d'entreprise, vous avez bien compris. C'est qu'il y a une à mon avis, cette histoire-là, et je pense à la ZAC de Boulogne, du trapèze, ça a complètement décomplexé la taille des opérations. On est dans une grosse épaisseur. Moi qui pensais que définitivement nous avions acquis que tous les logements allaient être traversants, sûrement avec 2 orientations, on se retrouve avec des projets très épais, même des projets qui ont fait parler d'eux parce que c'était super, le parking de 20 mètres de large, et puis les logements de 20 mètres de large au-dessus, c'était super. Je ne sais pas si vous voyez de quel projet je parle, mais ça a été très agaçant de voir comment là, tout d'un coup la qualité du logement était atrophiée par une décision urbaine de rentabilité. Parce que le macro-lot, c'est une rentabilité maximum. C'est une adéquation parfaite entre la couche des parkings, le socle de commerce, l'équipement éventuellement qui fait rez-de-chaussée un petit peu au-dessus et les logements qui va aller au-dessus. Et puis en plus, c'est super parce que ça prend de la place, ça prend de la verticalité, ça se voit, ça s'autonomise. Donc c'est chic un macro-lot. Et puis parallèlement à ça, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, que la ville est faite d'expérience et le logement est particulièrement doué d'expérience. C'est l'îlot ouvert. Alors je vais être assez critique sur tout le travail de M. de Porzampar sur la pente là, qui descend vers la Seine, parce que justement je pense que cette
urbanisme a totalement oublié la pente. Et que d'ailleurs les seuls projets qui tiennent la route, je trouve, c'est ceux justement qui ont travaillé avec la pente. Et l'autre bizarrerie dans cette chose-là, c'est que là, ça y est, c'est parti, on est dans la verticalisation des immeubles de logement. La ville a complètement changé. Là, tout à l'heure, je disais que le logement, c'est ce qui faisait le lien. Là, c'est une histoire qui se verticalise, avec une énorme ambiguïté dans ce périmètre-là, qui est quand même la fermeture, la résidentialisation de ce qui finit par être un îlot, même si on le dit ouvert, vous voyez. Donc on passe dans la rue, il y a d'ailleurs un tramage très régulier des rues, très classique, je dirais, et puis tout d'un coup, on est au pied d'une verticale, où dans la rue, on fait ça, ou alors on fait ça, mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a une grille. Ce qui n'est pas le cas dans un quartier comme Malakoff à Nantes, et je dirais aussi la sortie de la gare sud à Nantes, si vous la pratiquez un peu, qui est beaucoup plus récente, donc il y a déjà beaucoup de savoir qui a évolué, mais où on circule entre des grandes verticalités qui ont plutôt un joli rapport entre elles, parce que aussi on est très très bien accueillis au niveau du sol. Et puis je vais encore critiquer un peu de Ports en Part, je suis désolée, ce quartier, mais je vais le faire. Là, ce que je comprends le moins dans ce quartier, c'est le jardin. J'ai toujours l'impression qu'ils ont oublié quelque chose, cette grande marche qui s'appelle le jardin, qui me paraît tout à fait non finie, et qui se décroche de tout le reste. Et pourtant, ça me met un peu en colère, parce qu'on est passé par la démolition-reconstruction. On sait ce que c'est que donner de la qualité à un sol. Et cette expérimentation, qui a certainement d'autres intérêts, me paraît un peu difficile à cause de ça. Et puis une dernière expérience sur le logement, ça a été Batignolles. J'ai fait un concours à Batignolles avec Bernard Desmoulins, Bruno Godin, on l'a perdu et moi j'avais le lot devant le jardin. Donc super, le lot devant le jardin. Et puis Colboc, elle sait faire du logement, donc on va y aller. Mais impossible, la fiche de l'eau était d'une densité phénoménale. Oui, mes étages courants de logement, ils étaient à peu près corrects, mais qu'est-ce que j'étais mal dans ce projet. Il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas d'âme, Et je ne comprends pas, est-ce que c'est le fantasme de Central Park, Batignolles, mais je ne comprends absolument pas pourquoi c'est coupé comme ça au cordeau entre ce qui est du logement et ce qui est un jardin. D'un côté, le côté sud ou ouest, je ne sais plus. Bref, la première partie, vous voyez, qui est coupée comme ça, puis de l'autre côté, ça gesticule, mais alors ça gesticule carrément parfois. Donc ce qui est troublant quand on est architecte et qu'on fait un projet de logement, puisque ça va très très vite, l'évolution, c'est qu'il manque vraiment le temps de la réalisation critique de la question posée. Et ce temps-là, comme il manque, ça nous met en stress, parce qu'on se dit, mais je déconne, je suis complètement has-been, mais bien sûr que c'est super de faire du R+12 et R+15 là au bord du jardin. Je ne sais donc pas faire. Vous voyez? Alors que peut-être que justement, si la fiche de l'eau avait été plus attentive à une réponse beaucoup moins caricaturale, ça aurait peut-être donné autre chose dans cette partie-là. Et puis, il se passe aussi cette histoire-là. C'est que l'arrivée du privé, elle fait une chose très importante quand même, c'est qu'elle diminue les surfaces. Nous dit-elle parce que les gens ne sont pas solvables. Donc il faut faire des petits logements pour abriter tout le monde. Je ne peux pas me satisfaire de cette réponse. Et puis Chirac est parti du gouvernement, autre sujet, l'accessibilité handicapée, donc il faut y aller. On était en retard, c'est vrai, par rapport aux pays nordiques, c'était flagrant. Il faut y aller, il faut mettre tout handicapé, sauf qu'il y a eu un moment, et Catherine Carpentier qui est dans la salle, je pense, doit sourire, et bien à un moment, on s'est retrouvé avec une résidence étudiante où il a fallu faire les 100% des chambres accessibles handicapées. Vous imaginez le délire. Donc on a arrêté cette résidence étudiante rue du Chevaleret, elle est juste tombée à ce moment-là. Ça voulait dire, on a fait moins de logements et on est monté plus haut. Enfin, vous voyez le délire. Donc on a piqué un coup de gueule, Christina Conrad d'ailleurs a été une des premières à le faire, et avec Catherine, on a identifié le délire de cette réglementation. Et vous voyez, on a pris ce dernier projet que nous venions de livrer, qui est à Arcueil, Carrefour de la Vache Noire, un logement tout simple, mais qui a la qualité d'être traversant d'est en ouest, parce que le soleil était des deux côtés, les vues étaient des deux côtés. Et notre projet avait, alors qu'il était livré, tout allait très bien, 7 non-conformités par rapport à la nouvelle réglementation. Donc vous imaginez le coup de braquet. Donc on a été reçus par le ministère qui nous a dit « mais non, on n'a pas écrit ça, mais si, vous avez écrit ça, mais ça ne va pas du tout, donc est-ce que vous voulez faire un groupe de travail ?» Donc on a fait pendant 2 ans un groupe de travail qui s'est passé dans les locaux de l'Ordre national des architectes, avec des bureaux de contrôle, avec des maîtres d'ouvrage, avec M. François qui était handicapé sur une chaise roulante, qui nous a super aidés, super appuyés, pour arriver à alléger le mieux que l'on pouvait des articles très précis. On ne s'est pas perdu, c'était vraiment sur la question du logement.
Et ceci a quand même donné lieu à une évolution dans la loi Elan, et ça a été repris évidemment aussi, l'autre rapport que vous connaissez bien, qui est le rapport j'oublie toujours son nom, Girometti, qui continue à décrire les deux choses, c'est-à-dire la question de l'accessibilité et la question des surfaces trop petites. Le premier logement que j'ai construit en 1987 de 3 pièces faisait 68 mètres carrés pour le social, France Habitation. Aujourd'hui, le privé descend à 56 voire 54 mètres carrés. Où est le problème? Ce n'est pas les architectes, etc., etc. L'arrivée de la promotion privée, j'en finirai là, hein, mais pas l'exposé général, mais ce sujet-là, elle amène quand même des choses durablement négatives. D'abord, elle amène un changement de vocabulaire. Hein, on ne parle plus de logement, on parle de produits. Elle amène cette petite phrase aussi, « Ah, mais on connaît nos clients. Donc l'architecte, vous n'allez pas nous raconter l'histoire, on connaît nos clients. » Et puis donc ça pérennise la diminution des surfaces de logement, des contrats conception dissociés des contrats de réalisation. Il y a de moins en moins de chantiers qui sont faits par les archis, alors qu'on sait qu'il y a 50% de la qualité du projet qui est dans le chantier, même si c'est dur les chantiers. Et puis ce temps long dont on a besoin, après notre temps long c'est le nôtre, on le gère comme on veut, mais ces rendez-vous, cet entrecoupage de rendez-vous avec les promoteurs qui de semaine en semaine va nous dire mettez la porte à gauche au lieu de la mettre à droite, on perd le fil, on perd tous le fil. Donc j'ai eu une expérience avec le privé, je vais le faire vite. Première bonne expérience à Saint-Denis, on a fait des petites maisons en bande avec un promoteur immobilier Île-de-France qui était plutôt pour des logements de bonne surface, qui était plutôt pour une cuisine fermable, donc indépendante du séjour. Tout ça était vraiment intéressant. Et puis on gagne ce concours de 48 logements sur un plan de quintette urbaniste à Bois d'Arcy, qui était vraiment un joli plan, donc des maisons en bande, enfin différentes typologies de maisons. Et puis vous voyez cette photo, il y avait donc une voiture, deux voitures par maison bien sûr, on est un peu loin des transports, donc une voiture dans le garage qui au passage devenait atelier pour aller dans le jardin, puis une voiture devant, vous la voyez la voiture là. Et en fait le divorce est scellé avec ce monsieur parce qu'il a retiré 2 rangs de parpaing. Vous voyez, si ça faisait 2 rangs de parpaing de plus, ça aurait été un peu plus utile, mais vous ne pouvez pas imaginer la crise de la séparation. Alors là, c'est assez flagrant qu'il manque, et puis là, c'est peut-être encore plus flagrant, même si j'aime beaucoup la courbe qu'avait dessinée Quintette, puis les maisons telles qu'elles se dessinent. Mais voilà ce fameux mur, on ne sait plus si c'est un édicule de poubelle ou je ne sais quoi, pas quoi. Enfin bref, l'échelle est coupée pour 2 rangs de parpaing. Alors aujourd'hui, je passe de côté plein de choses, mais aujourd'hui, il y a une importance croissante de la fiche de l'eau, c'est évident, et je le comprends très bien par rapport à toute cette antériorité politique de la difficulté de sortir un projet, la contrainte économique bien sûr, et puis l'associatif, la concertation. Évidemment que la fiche de l'eau, c'est un sacré boulot que font les urbanistes avant que nous commencions le projet. Mais qu'est-ce que c'est bien quand on tombe sur une fiche de l'eau avec des urbanistes qu'on apprécie, on a vraiment l'impression d'être dans cette continuité utile entre nous tous. Et Germe et Jam, donc Jean-Marie Bichat est dans la salle, tu n'aurais pas été là, ça aurait été pareil. Mais en tout cas, ce que j'apprécie beaucoup dans leur travail, c'est que justement, c'est un travail qui n'est pas un remplissage formel, comme un dernier concours que je viens de faire dans le fort d'Aubervilliers, où j'avais vraiment l'impression de remplir une forme, alors que le site était dans un contexte, on en parlera à un autre moment. Bref, là, c'est au contraire une étude urbaine extrêmement précise, une nouvelle rue qui est créée, on est à Brétigny dans la ZAC close. Donc ce bâtiment est un bâtiment porche, c'est tout à fait ouvert en dessous, ça c'est indiqué par les urbanistes. Ça donne accès à une venelle qui peut ressortir dans une promenade verte un peu plus loin. Installer 2 plots, à nous de voir comment on les installe, et cette venelle dessert au passage de l'individuel, du semi-collectif. Et vous voyez ce jeu d'emboîtement, là c'est un projet d'Éric Babin qui est venu derrière, on s'adosse, on est en lien, on raconte une histoire commune ici qui est plutôt un front à rue très classique, on pourrait dire, des émergences verticales qui ne sont pas très hautes, elles font R+5, mais en tout cas le plaisir aussi de travailler des plots qui prennent la lumière, donc qui sont délités pour éviter d'avoir la grosse masse, ce qui fait que la partie commune est éclairée naturellement, l'escalier, quand je sors de l'ascenseur, je suis en vue sur le grand paysage, et puis l'opportunité aussi de faire que les logements ont 3 orientations et non pas simplement 2 ou une seule, donc les 3 pièces ont 3 orientations, les 2 pièces ont 2 orientations. C'était un projet extrêmement agréable à travailler, et aussi parce que le sérieux de toutes les décisions qui nous sont données et le plaisir d'aller dans ce sens-là. Avec I3F aussi, c'était une très bonne ambiance. Je crois que ça s'est un peu complexifié depuis. Donc voici la venelle avec les maisons individuelles recouvertes de bois, les semi-collectifs, les plots qui sont en briques,
couvert de briques, et les terrasses du 3 pièces avec les celliers aussi. Les logements étant plus petits, ça me paraît indispensable que chaque logement ait des celliers sur les terrasses. Mais ce cellier, il ne touche pas la façade, ce qui fait que quand je sors, là, il y a une fenêtre qu'on ne voit pas, mais c'est la fenêtre de la salle de bain. Donc je peux sortir les cheveux mouillés ici, glisser derrière le cellier, aller me mettre sur une chaise longue au soleil par ici. Et c'est un projet aussi qui joue des toitures, comme vous avez pu le voir. Et de l'autre côté, quand on se retourne, c'est le bâtiment Porsche. Alors le Porsche est beaucoup plus large que la petite vision qu'on a là, le projet d'Éric Babin qui est venu à côté. Et puis c'est aussi un centre médical qui est venu s'installer. Donc un travail de façade précis, on n'est plus dans le logement, on est dans un équipement médical avec une protection visuelle par rapport aux fenêtres qui s'ouvrent derrière. Des ateliers d'artistes aussi qui sont au pied de ces plots. Et puis là, c'est un petit peu le village gaulois dans la Pampa, parce qu'on était les premiers. Mais depuis, je crois qu'on est en lieu et place du bâtiment de Samuel Delmas, si je ne me trompe pas. Pardon, c'est pas Réran. D'accord. Non, en tout cas, d'un centre sportif. Et je vais finir avec cette dernière partie et 3 projets qui sont ce projet-là qui est au centre de l'émotion, puisque c'est un équipement, c'est de l'habitat pour des enfants qui sont mis en difficulté par leur propre famille. Donc ici, un bâtiment pour les enfants, ici un bâtiment pour les adolescents. Comme vous pouvez voir, on est principalement dans un tissu pavillonnaire à Mantes-la-Jolie. Et ce programme était tout à fait passionnant, tout à fait impressionnant aussi de nécessité et de gravité de ce que vivent ces enfants. Et c'est pas mal de payer ses impôts pour savoir que ça sert à avoir ce genre de bâtiment. Je ne parle pas de l'architecture, je parle de la raison sociale. Et du coup, ces projets sont venus se glisser dans le tissu urbain, en plus qui s'est plutôt manifesté contre ces projets, persuadé que ça allait nuire à leur indépendance. Donc on s'est enfoncé un peu dans le sol pour que nos toits des maisons, là où il y a les chambres en particulier, les appartements des enfants, les maisonnées comme ils disent, ne soient pas plus hautes que les maisons voisines. Donc la première photo, c'est un petit peu l'encastrement des 3 parties qui sont 3 crèches, puisqu'il y a aussi des bébés dans ces équipements. La vue de l'extérieur, la vue de l'intérieur, toujours la possibilité aussi de parcourir le jardin de partout, hein, c'est important. S'il y a une grille, ça peut aider pour garder des enfants, mais l'ouvrir, ça peut aider pour ceux qui jouent à cache-cache aussi. Et puis, vous avez vu que la parcelle est toute en profondeur, donc voilà l'hébergement des enfants, posés sur des salles d'activité qui sont de plein pied, avec des escaliers extérieurs qui permettent aussi d'aller de tout en haut à tout en bas sans passer par l'escalier principal. Des salles de classe et d'activité qui sont reliées par une grande circulation. Voici la silhouette des 3 crèches. Et puis le pavillon d'entrée qui fait le bâtiment d'accueil, logement de gardiens, etc. La circulation qui permet de monter aux maisonnées ou de descendre aux crèches. Et en balcon au-dessus, la circulation qui dessert les grands ateliers qui donnent sur le jardin. Circulation quelques mois après. Une chambre, une autre chambre où là encore le lit est venu adossé à la façade, décidément, je pense jamais. Et puis cette ambiance pour moi de projet, j'avais l'image de, vous voyez, ces fonds de jardin, on voit des vieux ateliers, ou dans les cours, ces vieux ateliers avec ces systèmes de vitres verticales. Voilà, j'ai l'impression qu'il y avait une douceur qui émanait de cette histoire du bois, de la relation entre les jardins, des grands arbres, des voisins, et puis cette histoire intérieure. Puis on est toujours scotché, c'est sûr que c'est habité, mais c'est un peu étonnant. Ça, c'est une vue de la terrasse depuis le toit avec le coteau de la Seine, enfin l'autre côté de la vallée de la Seine. Donc on est vraiment dans le tissu pavillonnaire et on s'installe dedans. Et l'autre bâtiment, les adolescents, dans un quartier un peu plus dense, mais qui, lui, vient se creuser franchement avec des salles d'activité, quelques cabinets médicaux, et puis une organisation en plan très simple de 3 maisons, 4 enfants en bas, 4 ados en bas, 4 ados en haut. C'est vraiment des logements, c'est-à-dire qu'il y a leur cuisine, leur restauration, il n'y a pas du tout de notion de cantine, de restauration collective, etc. Il y a un référent à chaque niveau, donc un référent pour 4 enfants, 4 ados. Et puis, il y a le tout privé, on a le choix de sortir sur cette terrasse ou bien de sortir sur ce patio. Et en même temps, on voit au-delà cette circulation qui est plus collective, qui met à distance aussi ceux qui sont dans l'intimité et des séquences de vie plus collectives. Donc là, on est dans un des salons du bas, le patio, la vue sur le haut, quelqu'un qui passe dans cette circulation. Et puis cette cour en contrebas, la salle de classe ici, des ateliers, l'escalier, toujours la possibilité d'être par l'extérieur, une partie couverte ici, qui abrite en cas de pluie, mais aussi qui ombrage. Et puis le pavillon, table de ping-pong, baby-foot,
qu'on imagine aussi des 4 heures le soir, quand il fait nuit, éclairé comme une lanterne, qui est destinée à tout le moment collectif de ceux qui veulent en profiter. Et ces 2 derniers projets, à Ivry, qui est un projet beaucoup plus récent, où là, vraiment, c'est une histoire de macrolo, mais c'est un macrolo public. C'est un macrolo pour 280 chambres étudiantes, pour un gymnase qui fait toute la largeur de l'espace, et puis un groupe scolaire de 25 classes. C'est un projet costaud, on ne peut pas dire le contraire, mais qui pour moi a pris la fragilité par l'extérieur. C'est-à-dire que on avait la chance de travailler ces grandes silhouettes, on avait la chance de travailler un programme dense, mais avec 2 grands extérieurs qui sont la cour des maternelles et la cour des élémentaires. La cour de maternelle se trouve sur le toit du gymnase, ici, et la cour d'élémentaire glisse là-dessous, mais avec toujours les protections entre espace public et espace des enfants. Mais en tout cas, plan de Bruno Fortier, la Ivry Confluence, le grand parc de la Confluence, on en a tous entendu parler, puis Fiche de l'eau en particulier dessinée par François Leclerc, et puis patatrac en cours de route, tout ce monde-là se fâche, je crois, avec la ville d'Ivry, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, et c'est Anne-Mie Depoint qui reprend l'histoire. Et Anne-Mie Depoint, elle reprend l'histoire avec son histoire à elle. Donc là où on s'adressait résolument au parc de la Confluence par ici, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Là on était adossé à des bureaux, c'est plus du tout ça qui se passe. Donc, et ça c'était pendant le chantier. On n'avait pas fini que déjà c'était plus du tout ça l'histoire. Mais nous, ça y est, le coup était parti. Du coup, avec Charlotte Laurent, on a vraiment pensé indispensable de tenir le plus possible vide, occasionné, orchestré par la globalité de cette silhouette. Et c'est, à mon sens, ce qui pérennise le mieux ce projet, qui parle de fait, se retrouve un peu dans une certaine fragilité parce que tout va changer autour. Il y a au passage un très joli, pas du tout celui-là qui est absolument horrible, un très joli projet ici qui est celui d'Étienne Lénac, qui est vraiment qui marche très bien dans la silhouette de son projet, de la chaufferie qui est gardée ici, qui est vraiment beau. À l'inverse, il y a un projet que je ne comprends pas, qui est là, mais que je ne comprends pas du tout, de logement, pas du tout. Donc ce programme, il était passionnant parce que c'est un programme de 3 organismes totalement différents, 3 payeurs différents, je dirais, un gymnase, l'école, la résidence étudiante, chacun chez soi, chacun son entrée, chacun sa technique, chacun sa chaufferie, etc. Et c'était l'occasion aussi de faire qu'ils se frôlent, qu'ils se voient, même si chacun est chez soi. Et du coup, ce croquis de départ, c'est la montée. On va monter, prendre cet escalier pour rejoindre l'école maternelle qui est tout là-haut sur le toit. Puis en montant, on aperçoit le gymnase. Et puis le gymnase, on aperçoit une baie vitrée qui est en fait la salle de détente des jeunes. Ou alors on reste en bas et on va vers l'école élémentaire qui se trouve en bas et le centre de loisirs. Voici la réalité de ce projet. La vue du gymnase avec les niches des enfants en bas, l'escalier en haut à droite de la maternelle, et puis cette transparence vers l'ouest qui évite de mettre des stores dans le gymnase, mais qui l'éclaire quand même naturellement. La salle des jeunes, des étudiants, la possibilité du multiprogramme nous a permis de gagner ce grand espace qui fait une énorme loge qui fait rentrer en profondeur le soleil du sud. La fenêtre est venue beaucoup plus petite, mais voilà, c'est elle, la fenêtre qui donne quand même sur le gymnase en balcon. Et puis, c'est la superposition des programmes. Donc, puisque la maternelle se trouve sur le toit, il était indispensable que tout soit de plein pied. Donc, c'est une circulation assez longue, j'en conviens, qui est de plein pied avec cette terrasse. Ils descendent juste un niveau pour aller à la restauration. Mais sinon, leur salle polyvalente, leur préau, leur cours. Et du coup, cette coupe permet de faire entrer la lumière naturelle, de ponctuer en fait les seuils des classes 2 à 2 et de garantir l'arrivée de la lumière naturelle dans cette circulation. La question de la terrasse, et puis la question de la façade, qui n'est pas sans stress, je continue à avoir un peu d'inquiétude quand je monte ces façades. On est parti en fait avec Charlotte de la composition des chambres étudiantes. C'est quand même très très dur de faire une façade de logement étudiant. Mais par contre, on est parti sur un logement étudiant qui est assez large, ce qui fait que nous avons 2 chambres, 2 fenêtres par chambre en fait. Donc voici aussi, au-dessus de la maternelle, les plans des chambres, une terrasse strictement réservée aux étudiants. On est au 4e étage et tout ça c'est pour eux, avec une salle d'activité qui est ici. Le logement étudiant et ses 2 fenêtres, donc vous voyez que l'espace est beaucoup plus large que ce qu'on fait d'habitude. Et puis on redescend, on quitte le projet, on redescend, ce plan incliné. Tout à l'heure c'était le soleil du matin, donc il était dans l'ombre. Là c'est le soleil du soir, on est le long du jardin, on aperçoit la baie du gymnase, l'entrée de l'école. Ou alors on ressort dans la cour de l'école élémentaire,
question de la limite, de la clôture. Il ne faut pas voir les enfers depuis le domaine public. Donc on a installé toute cette palissade en bois qui est évidemment accompagnée d'un banc pour faire assise pour les jeunes, les enfants. Derrière ça, il y a 1,50 m en pleine terre de plantes qui sont, oui, sous une sous-face, mais on a travaillé avec Émilie Ottomani de les plantes, la hauteur du projet qui fait que ces plantes poussent. Et au-delà encore, une autre limite qui est une maille inox qui vient éviter que des canettes de coca soient intempestivement jetées dans la plantation. Donc toute cette histoire glisse là-dessous. Aujourd'hui, cette place triangulaire devient un jardin. J'y suis toujours pas retournée. Je voulais le faire pour aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. Voilà la silhouette du projet qu'on confirme. Une couleur aussi, pas trop blanc pour ne pas être trop lumineux, pas trop foncé pour ne pas être trop triste, mais sobre, je crois, très sobre. Voici les résonances avec la cheminée. Et je finirai avec ce projet de Saint-Célie, où là, le site est encore plus fort, parce que voilà le projet qui s'installe là, en lieu et place d'un petit bâtiment 19e hospitalier. On se retrouve dans un site hospitalier qui est l'hôpital Lyon-Sud. Et on est au taquet des surfaces aussi. C'est un bâtiment de recherche qui accueille 3 entités de recherche qui n'avaient pas l'habitude d'être sous le même toit. Donc on avait aussi dans le projet envie de jouer l'unité. Site surveillé par les architectes des bâtiments de France. Et en fait, nous avons proposé, on est en façade plein sud ici, on a proposé un projet qui quelque part se monumentalise par lui-même, on l'assume. Il est sur une place, il est extrêmement visible, donc ce n'est pas pour lui-même qu'on raconte cette histoire, mais c'est qu'on ne bricole pas. Le site a gagné, et par contre, on fait en sorte qu'on évite d'avoir des stores et des systèmes sophistiqués d'occultation, et du coup, on fait cette façade épaisse qui a toute cette circulation, qui est en fait une épaisseur de terrasse, parce que c'est des chercheurs à 90% qui sont sur leur écran informatique. Donc face à ce vallon magnifique, ils peuvent sortir une chaise et leur ordinateur sur les genoux. C'est une surface habitable pour eux. Et pour autant, tout le travail de la dimension de l'épaisseur de ces loggias est traité pour qu'au minimum d'heures par année, ils ont besoin de baisser le store intérieur de ces bureaux. Percé de 3 patios, un premier qui est sur une extrémité, deux patios chaque extrémité qui sont tout hauteur, dont un même descend en dessous. J'ai oublié de dire que le bâtiment se posait et accueille des voitures qui sont en dessous, mais pas dans le noir. C'est-à-dire que le terrain glisse naturellement. L'excavation de l'ancien bâtiment, on l'a laissé tel que, et descend naturellement jusqu'au niveau du parking qui est dissimulé. Et puis le patio de centre qui est en fait l'entrée, qui prend une lumière de l'ouest, qui est évidemment sous un toit, avec cette salle qui est directement en transparence, qui redonne sur ce grand paysage, qui s'ouvre sur cette terrasse dont on profite et qui pérennise ce rapport à la nature, ce cadrage, cette envie d'être. Et puis je finis juste avec cette feuille un peu fétiche, un peu gris-gris, comme m'a dit une amie récemment. C'est une feuille qui revient du voyage au Japon que j'ai fait avec ma petite famille. Et cette photo, je l'ai vue en arrivant à Paris, en fait, je n'ai pas fait gaffe tout de suite. Et on était passé le matin devant ce rocher où il y avait juste la mousse, hein, le jardin de Kanazawa, qui est juste magnifique. Et puis, quand on est repassé devant, c'était juste à côté de la sortie, quelqu'un avait posé cette feuille et ce caillou qui n'est pas plus gros qu'un poing. Et c'est juste tout d'un coup que simplement cet acte et la nervure de la feuille qui guide l'eau, qui tout d'un coup on entend l'eau, on peut mettre la main dessous, on peut se rafraîchir, on peut même se désaltérer. Ça m'a semblé représenter absolument magnifiquement la fragilité essentielle de notre rôle d'architecte. Voilà, j'en finis là.